Eh bien, tout d'abord, en fait, merci à tous d'être venus et de prendre du temps pour vous informer. Donc, la soirée va se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous faire une présentation rapide des différents dossiers en cours mis en place par Tiers Nouveau Monde. Et puis, dans un deuxième temps, je laisserai la parole au trésorier Julien Romero, qui vous présentera le budget de l'association, enfin voilà, ouais, l'état actuel. Et puis Gérard Devalet et Nicolas Dimanche qui vous présenteront la partie concernant Défimode et plus généralement les remparts. C'est-à-dire qu'en fait c'est beaucoup plus large que simplement Défimode. Voilà. Et bien dans un premier temps, donc juste un petit récapitulatif rapide sur les actions. Donc c'est les actions de Tiers Nouveau Monde, donc c'est une association, loi 1901, qui actuellement en fait agit sur à la fois Thiers et son territoire dans 4 domaines d'activité qui sont l'aménagement urbain, l'écomobilité, le numérique et la ruralité. Ça fait partie de l'objet de l'association. Hein, voilà. L'objectif de l'association, c'est d'être force de proposition et de défendre et de promouvoir Thiers et son territoire. Pour ce faire, on mène des actions. Alors, au sein, en fait, c'est les origines de l'association, c'est le Conseil citoyen Thiers Centre Ancien, et puis des habitants de la ville et de l'extérieur, parce qu'il y a également des gens de Volorville, il y a des gens également de Viscontat qui ont rejoint l'association dernièrement. Et tous ces gens-là se sont investis au sein de l'association Tiers Nouveau Monde pour mener des projets ou pour défendre des projets. Alors, les projets que l'on a, ça concerne... Je vais mettre dans l'autre sens. J'ai la lumière dans les yeux. C'est un peu désagréable. Donc, il y a 4 dossiers que je vais vous présenter rapidement. Donc, un plan de circulation intramuros, c'est-à-dire faciliter la circulation des piétons, des vélos et puis des véhicules dans le centre historique de Thiers. Hein. Et donc là, on mène des opérations régulièrement par rapport à ça. On a identifié différents endroits qui posaient problème, notamment au rempart, justement, lorsqu'il y a des cars et tout, c'est très compliqué aux heures de pointe, vers 5 heures. Et puis également la sous-utilisation des parkings, notamment qui se trouvent au niveau de la montagne et de la Gazette, hein, qui ne sont pas exploités, et la circulation au vélo qui est quand même assez difficile dans Thiers. Voilà. Mais au moins les chaussées ne sont pas adaptées. Donc on a identifié 3 axes qui sont donc l'avenue des États-Unis vers la route des Vichy, qui pourrait être intéressant d'ouvrir entre la piscine et puis l'avenue des États-Unis. Je vous dis ça très rapidement. Si vous voulez des informations sur ça, on en parlera, mais après, hein, le diaporama. La vallée des usines vers le centre, parce que c'est une problématique qui a été identifiée. Et puis le Moutier vers le centre, c'est une autre problématique qui a été identifiée. Concernant la ligne ferroviaire Thiers-Bois, alors on a aujourd'hui mené des actions et on a des élus du 42 et des élus du 63 qui mènent une opération sur tout le long de la ligne ferroviaire où ils ont demandé à la SNCF l'entretien de la ligne sur leur terrain, enfin sur les terrains communaux. Hein. Donc, et aujourd'hui, là, on argumente pour parler de la réouverture de cette ligne Thiers-Bois et on a 2 axes. Le premier axe, c'est le train du quotidien entre la Monnerie et Clermont-Ferrand, parce que là, ça a été identifié, c'est quelque chose qui est tout à fait que l'on peut argumenter. Et l'autre argument, c'est la transversale Thiers-Bois et la transversale la plus courte entre 3 métropoles, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Lyon. En termes de gains économiques, c'est très important, notamment pour le fret. On est en contact avec le groupe Combronde et qui en fait ont vraiment identifié que pour eux, ça divisait par 2, pratiquement plus que 2, le coût de transport. Parce qu'aujourd'hui, s'ils veulent aller à Lyon, eh bien, ils sont obligés de passer par Roanne. Et donc, ça forme, enfin, vous voyez, ça fait un V comme ça, et alors que la transversale, elle est comme ça. Donc, il y a vraiment un gain économique à faire pour le fret, qui est non négligeable.
et qui est en fait actuellement en train d'être chiffré petit à petit au sein de l'association. Concernant les personnes, il y a deux choses. Il y a les usagers, il y a les entreprises qui ont besoin de se réunir d'avoir un lieu de réunion entre Lyon et Clermont-Ferrand. Et donc là, concernant les salariés, c'est quelque chose qui peut être important, qui peut être un bon vecteur aussi de développement économique. Et puis le tourisme. Donc c'est une ligne, voilà, donc c'est ce que je reprécise concernant, donc c'est bien le train du quotidien, la moinerie Clermont-Ferrand et je dirais, pour le fret, pour le tourisme et pour les usagers et les entreprises, entre Clermont-Ferrand, Saint-Étienne et Lyon, la transversale la plus courte entre ces trois métropoles. Parce qu'on parle bien de métropole, c'est non négligé. L'enjeu, c'est le contrat État-région 2025-2030. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les fonds sur le contrat État-région 2020-2025 n'ont pas été exploités. Donc du coup, Gérard, s'il te plaît. S'il te plaît, Gérard, je te remercie. Non. Non, mais c'est pas possible. Non, je ne continuerai pas. Sincèrement, c'est difficile. On n'est pas nombreux, donc... Non, mais t'as raison. C'est pas possible. Voilà. Donc, pour savoir que les fonds au niveau national actuellement, sur le contrat État-région 2020-2025, n'ont pas été entièrement utilisés. Et la proportion est assez importante. C'est-à-dire qu'il y a 60% des fonds n'ont pas été utilisés. Donc si les élus se mobilisent et la population se mobilise, on peut aller chercher cet argent. Maintenant, il faut une mobilisation. Alors après, dans les autres axes que l'on développe au sein de l'association Tiers Nouveau Monde, c'est la piscine, enfin les piscines entre guillemets, plus particulièrement la piscine René Barnérias, puisqu'elle était utilisée par les enfants, les scolaires, les adultes. Il y avait une fréquentation de 25 000 personnes. On n'a pas tout à fait le détail parce que la ville de Thiers ne veut pas nous transmettre les documents, les informations. Il faut juste que vous sachiez, et on en reparlera si vous avez des questions, vous venez me voir après, je répondrai à vos questions, c'est qu'on peut avoir 2 piscines pour le prix d'une. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réhabilitation de René Barnérias, ça peut être pour 5 millions d'euros. Et il faut savoir autre chose, c'est que la piscine René Barnérias, c'est une piscine qui est unique dans le département. Même à Clermont-Ferrand, ils n'ont pas une piscine de cette qualité. Elle permet d'accueillir du water polo, si on voulait, et de la natation synchronisée, parce qu'elle a un bassin qui d'un côté fait 2 mètres et de l'autre côté 3,80 mètres. Aujourd'hui, on a 7 clubs. Demain, si la piscine se fait à Eloa, on n'aura plus que 6 clubs, parce que le club de plongée ne pourra plus s'entraîner sur Thiers. Voilà. Et dernière information, qui est importante, ça s'est fait cette semaine, on a pris un avocat. C'est-à-dire que l'association Tiers Nouveau Monde en fait, a pris un avocat et a accepté. Et un avocat qui est loin d'être qui est très important, enfin pour nous, et je pense pour vous, quand vous allez connaître le nom, vous allez parler, je pense, c'est Corinne Lepage, à qui on a envoyé tout le dossier. Il y a 36 documents qu'on a adressés à Corinne Lepage, et elle a accepté de prendre notre dossier en main. Et donc il y a quelqu'un, et on doit remercier en fait, c'est Chantal Devalet, qui a accepté de prendre en charge les frais d'avocat pour cette démarche que l'on fait. Et donc, voilà. Donc là, l'association Tiers Nouveau Monde entame une démarche avec un avocat pour vraiment défendre René Barnérias, pour qu'elle soit réhabilitée, et que le projet dans le lit de la Dore, où il y aura plein de problèmes techniques qui nous sont confirmés par plein d'autres personnes, s'arrête. Clairement, c'est ça. Donc, comme je disais, c'est 2 piscines pour le prix d'une. Après, donc, comme je vous ai précisé, donc Gérard Devalet et Nicolas Dimanche vont vous présenter un élément du programme de revitalisation du centre historique médiéval de Thiers. Ce soir, ça concerne simplement un des sites qui ont été identifiés, sachant que ça rentre dans le cadre d'un plan général, un plan de revitalisation du centre historique qui a été envisagé. Je vais passer la parole à Julien concernant le bilan financier. Alors j'ai tenu à faire un bilan financier assez précis. Je sais qu'on a transmis des bilans financiers, donc 2 bilans financiers qui ont été transmis l'un derrière l'autre qui étaient différents et qui ont ému certaines personnes, notamment les adhérents de l'association, ce que je comprends. Donc simplement l'explication de ces 2 bilans différents.
donc vous voyez ici les dépenses. Donc ici notamment l'accompagnement juridique dont on parlait, qui se monte au total à 1 500 €. Et les rencontres de tiers, j'y reviendrai. Pourquoi les rencontres de tiers? Il y a des déplacements, il y a des intervenants qui ont été payés et il y a des affiches et des tracts qui ont été faites. Alors, donc le total, il est bien du total investi, donc pas forcément par l'association, mais plutôt par ses membres, et notamment le bureau, on va le voir tout à l'heure. Et bien au total, alors le premier bilan qu'on avait transmis c'était 4 000, là on est à 5 002 au total des dépenses. Si on regarde les recettes, subvention à la ville de Thiers, on n'en a pas eu. Subvention à l'Interco-TDN qu'on a demandé également, notamment pour ces rencontres de tiers, qui rentraient véritablement dans l'opération Cœur de Ville et pour lesquelles on aurait dû être subventionné. C'est 0 également. Les adhésions et les dons de tous les adhérents de l'association s'élèvent à 360 €. Et voilà, ce que je vous expliquais tout à l'heure, entre cette somme-là et celle qui reste à recouvrir ici, eh bien, il y a eu une participation du bureau. Donc quand je dis participation, c'est tous les frais qui ont été engendrés, qui ont été faits directement par les membres du bureau et qui n'ont pas été remboursés. Les déplacements, l'hébergement, la restauration, l'essence des voitures, etc. Et en plus de ces participations qui n'ont pas été remboursées aux adhérents, qui n'ont pas été pris en charge par l'association, il y a eu des dons qui sont venus couvrir les frais justement, puisqu'on était en déficit. Et donc, on parlait de Chantal de Vallée tout à l'heure, mais tous les membres du bureau ont mis la main à la poche pour essayer de combler le déficit, en tout cas régler les dettes qu'on était dans l'obligation de régler. Voilà. Donc les recettes, on arrive à 3 600 €. Aujourd'hui, il nous reste à recouvrir 1 610 €. On a refait une demande à la ville de Thiers pour avoir une subvention. On attend la réponse, on espère qu'on sera subventionné. Et on refera aussi prochainement un appel à la cotisation des adhérents à l'association pour essayer de venir combler ce reste à recouvrir. Voilà. Alors, on a un petit bug sur le camembert. Vous voyez juste les pourcentages, les camemberts ne s'affichent pas. Donc les dons du bureau, c'est 53% des recettes. La participation du bureau, c'est quand même 37% des recettes. Et 10% pour les adhésions des adhérents. Voilà, je tenais à faire cette mise au point, parce que certains se sont émus des sommes importantes engagées et la différence entre le premier bilan et le deuxième. Et c'est que le deuxième bilan, il a tenu compte de la participation du bureau et des dons du bureau. Voilà, merci pour votre attention. Alors je voudrais rajouter une chose. On n'est pas nombreux. On a certains, effectivement, comme a dit Julien, participé pour une somme plus ou moins importante au déficit. On ne va pas faire comme à la messe, mais on a fait une jolie boîte, qui s'appelle une tirelire, et ceux qui veulent nous aider, ils peuvent le faire. On va passer la boîte. Nous donnerons ceux qui pourront, ceux qui pourront. Parce que moi j'ai adhéré, je ne sais pas, parmi les premiers adhérents, j'ai adhéré à l'association parce que j'avais un souci, ça me vient, qui était celui de voir disparaître une ligne qui personnellement m'est chère entre Thiers et moi. Monsieur Chassaigne, le député, nous avait dit devant la gare il y a 3 ans, créer une association, il souhaitait que ce soit les utilisateurs et ceux qui étaient attachés à cette ligne qui fassent la première démarche. La première démarche, elle est faite, l'association existait déjà, j'ai adhéré à un tiers nouveau monde et moi je suis très content d'être dans cette association. En plus, il y a d'autres projets, vous en a parlé, la piscine. Donc, on va passer la batte, donnons ceux qui veulent, ceux qui peuvent, et ça fera toujours un petit peu. Merci d'avance. Merci. Mais je vois que la mairie, c'est 0. Il n'y a rien. Est-ce que vous avez un espoir que la mairie, il y a un dossier qui a été posé à la mairie, Alors, on est dans une totale incompréhension. J'ai déjà fait une demande exceptionnelle en fin d'année dernière, parce que la première demande classique n'a pas abouti. J'ai fait une demande exceptionnelle en fin d'année dernière. Elle n'a pas abouti, j'ai même pas eu de réponse. Sans réponse. Sans réponse. Sans aucune réponse. Sans réponse. J'ai eu une réponse me disant que mon dossier a été pris en compte, qu'il avait été transféré au service compétent. Et puis, plus rien. Donc, j'ai refait une demande en bonne et due forme pour 2020, en espérant
de tiers nord et montagne dans le cadre du contrat ville. Et donc on a refait en fait une demande, on a fait deux demandes. Une demande de subvention une demande de subvention de fonctionnement pour la ville de Thiers et une demande pour projet au sein de TTM. Parce que le contrat ville est géré par TTM. Donc après, voilà. Et on avait fait une demande en 2020 auprès du département également. Et donc on a reçu une belle lettre nous disant qu'ils avaient bien reçu notre demande, mais aujourd'hui on n'a rien reçu financièrement. Voilà. Donc, mais on récidivera régulièrement parce que de toute façon il n'y a pas de raison. Vous avez combien d'adhérents? On est 13 actuellement. 13. Voilà. 13, 14 parce que hier soir j'étais à une réunion avec les Monti-Betty au Conseil et il y a une personne qui est adhérée en plus à la société. Et puis ce soir, voilà, ce soir, voilà. Donc voilà. Et on a vraiment les élus par contre de la Monnerie de Montel qui sont vraiment engagés à nos côtés et qui d'ailleurs s'excusent ce soir de ne pas pouvoir être présents, sinon ils auraient été présents. Donc je laisse la parole à Gérard et puis à Nicolas. Oui, donc on a pris la balle au bond. Un certain nombre d'habitants nous ont dit que hier c'était très compliqué, que beaucoup de maisons tombaient par terre, que ceci, que cela. Nous, on a pris avec Nicolas une démarche totalement différente, c'est-à-dire qu'une démarche qui part des réalités. On se fiche effectivement de ce que peuvent dire les uns et les autres et on a observé. Lui comme moi, on s'est baladé dans la ville depuis déjà un certain temps. Lui, il a loué une usine, il a monté une maquette, il a fait une présentation déjà il y a 4 mois, quelque chose comme ça, sur l'aspect rempart. Pourquoi l'aspect rempart? Parce qu'effectivement, les remparts, c'est un peu comme le reste, on ne voit plus les remparts, on ne voit plus rien du tout. Or, c'est la structure des remparts, c'est une des structures de la ville. Voilà. On s'est aperçu aussi d'une deuxième chose, c'est que le centre-ville ne fonctionnait pas pour des raisons bien précises dont on va parler tout à l'heure. Donc je passe la parole à Nicolas et ensuite j'enchaînerai sur la question de Défimode et du site précis de Rempart. Alors, tu nous présentes son mandat? Oui, oui. Alors, je vais juste relire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Dimanche, je suis architecte et je suis en train de m'installer, je loue l'ancien atelier Green Dato qui est en haut. Donc, je suis en train de rénover l'agence là-bas. Donc je suis en train de rénover l'agence et depuis pas mal d'années, j'ai fait un travail sur reconstituer les remparts de la ville de Thiers. Et dans ce cadre-là, et dans plusieurs de mes activités de l'agence, l'idée principale était surtout de travailler dans les centres-bourgs, dans les bâtiments existants pour les réutiliser, pour les refaire et les réanimer, au-delà de ce qu'on voit aujourd'hui, l'étalement urbain, et ça ne va pas s'arrêter. Et dans ce cadre-là, on s'est rencontré avec Gérard, parce que l'idée justement est d'utiliser ce thème justement des remparts, de retrouver les traces, les lignes, et puis de faire des projets derrière pour réutiliser ce patrimoine-là de Thiers, pour ressoulever du tourisme, de faire venir, et puis surtout revaloriser ce site où il y a une vue extraordinaire sur la chaîne des Puys, qui est quasi unique, le Puy-de-Dôme, jusqu'à, je crois, le Sancy. Et peu de gens, à part vraiment quand ils ont une raison de venir à Thiers et s'y arrêtent, peu de gens savent, tracent l'autoroute derrière pour aller jusqu'à Lyon et vice-versa. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas dire l'avenir, c'est de rebouffer tous les terrains, parce que je voudrais rajouter juste un truc aussi à ce que tu as dit tout à l'heure. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la volonté n'est pas de s'occuper vraiment du centre-ville, quoi. Mais c'est pas la seule ville. Je veux dire, aujourd'hui, vous regardez beaucoup de villes. Moi, je voyage beaucoup, Clermont, Lyon, Paris, etc. J'ai de plus en plus l'impression que les villes, toutes se ressemblent. On a les autoroutes, on a les entrées,
on condense les zones d'activité autour des zones d'autoroute, parce que les poids lourds, les logistiques, voilà, c'est facile. Et puis les infrastructures sont beaucoup plus simples. Et puis les centres-villes, bon, ben, quand c'est en plat, et que c'est quand c'est en plat avec la ville, encore comme des villes comme Issoire, Rion ou autres, c'est une autre logique. Mais quand c'est tiers, qu'il faut s'occuper de la pente, d'autres sujets, etc., là, on abandonne presque, quoi. Ça n'arrange pas un pavillonneur qui veut faire la maison. Et voilà. Donc on s'oriente plus, justement, là, ce qu'on voit, vers la plaine. Ce qui fait que c'est travailler différemment, très différemment, pour faire venir des gens, de nouvelles économies. Et moi, mon objectif, j'habite à Clermont aujourd'hui. Clermont, pour les jeunes entrepreneurs, je le dis franchement, ça devient de plus en plus étouffant. Quand on démarre un loyer pour un petit local, etc., c'est étouffant. Donc je ne suis pas le seul qui veut venir à Thiers avec un immobilier un peu plus acceptable et dans un autre cadre. J'habite rue d'Estaing, ça devient Paris et les bouchons maintenant. Ils ont construit partout autour du stade, sur 2 fois une voie, et ça devient pareil. Donc Thiers a vraiment une carte à jouer, et on cherche un autre cadre que les bagnoles, etc. Et l'idée était vraiment de dire, de prendre les remparts, le site, le paysage et ce que peut offrir Thiers, autre chose que toutes les autres villes, et d'utiliser ça pour proposer des projets derrière et de mise en valeur, quoi, pour faire venir des commerces, des autres économies. Et pas Castorama au milieu de... Voilà. Donc c'est dans ce cadre qu'on a commencé à travailler ensemble avec Gérard. Et l'idée est vraiment d'utiliser les tracés des remparts, son paysage, la Durolle, etc. Et de dire qu'est-ce qu'on propose comme projet autour de ça, pour que les gens puissent venir à Thiers, apprécier la vue, apprécier le cadre, et puis vraiment apprécier aussi le patrimoine qui l'entoure. Voilà. Je vais juste balayer une petite vue sur la modélisation. Donc en gros, Thiers, je ne sais pas si vous voyez tous. Je vais faire une meilleure vue, ça charge. Donc Thiers, c'était un peu ça. Vous avez le premier centre avec Saint-Genès, par ici. Donc la rue du Bourg qui est par là, la rue Conchette et la place Belfort, on arrive ici. Et tout le tracé ici, le long, la rue des Murailles, Saint-Jean, ça filait la rue des Rochers. Ici, donc, c'est rue Chaussat. Et ça monte, là, il y a tous les escaliers. Et là, on rejoint Place des Halles et l'endroit qu'on va montrer, là, ici, parce qu'il y avait une ancienne crevasse qu'on appelait, avec un ruisseau au fond, ça faisait 15 mètres de profondeur, on appelait le rive des Boucheries. Et en fait, quand vous êtes en bas des remparts, tout ça, c'est un rempart, mais c'est le soubassement de la nationale, et tout ça, c'est du remblai. Il faut imaginer 15 mètres de crevasse derrière. Et en fait, quand vous êtes en bas du rempart, vous êtes presque au niveau avant existant. C'est-à-dire que vraiment, le ruisseau, on peut imaginer une falaise, en fait, une taille dans le truc. Et les premières idées qu'on va présenter, elles se situent ici, parce que c'est vraiment ici, en fait. Et je pense que la première chose à redonner à Thiers, c'est déjà une place à cette appréciation de cette vue. Et puis avec les commerces qui peuvent aller derrière, et puis que les gens puissent vraiment y être. Un troquet, un café, j'en sais rien, on va montrer, il y a plusieurs idées, mais vraiment y être. C'est pas aujourd'hui entre les poids lourds et les bagnoles et 20 cm de trottoir que vraiment les gens vont se balader. Alors il y a un beau soubassement, il y a une belle lumière, etc. Mais il n'y fait rien, à part la table d'orientation. Alors qu'on peut vraiment avoir un lieu ici qui dit c'est Thiers. Ah oui, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que aujourd'hui, pour travailler avec eux, beaucoup de villes, je sais pas, on a l'impression qu'on copie-colle la ville américaine, on veut tous la même, un peu. Moi je vous dis, je traverse beaucoup de villes, et j'ai toujours l'impression, en ce moment, de plus en plus, que c'est les mêmes. On sort de l'autoroute, on a 10 km
Clermont Sud, Nord, 10 km de commerce, ils sont tous, toutes les enseignes. Après, on arrive à un centre-ville, ça commence à être bouché, des fois on tourne autour, on est un peu dedans, bon, on a envie plutôt d'y dégager. Et puis c'est tout pareil, et les pavillons, etc. Et la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut à Thiers, et qu'est-ce que Thiers veut être. Et je pense que cette question-là n'est pas posée aujourd'hui. Lorsqu'on prend des terrains, des occasions, on ne se pose pas la question qu'est-ce qu'on veut être à Thiers. Et d'où aller chercher des projets qui mettent en valeur ça. On n'est pas Histoire, on n'est pas Rion, on n'est pas Clermont, on est Thiers. On est à la porte de la Livradois, la montagne. On est en hauteur, enfin voilà. Donc on cherche quelque chose, on va se dire on va à Thiers. On ne va pas à Rion comme on va à Histoire. On va à Thiers. Voilà. Je suis toujours trop long. Merci. Donc effectivement, ce travail est remarquable. Sur un élément fondamental, ce sont ces anciennes enceintes fortifiées qui ont marqué cette ville. Or aujourd'hui, à part quelques huluberlus, on n'en entend absolument pas parler. J'ai expliqué un jour, je ne sais plus, enfin plusieurs personnes, que M. Wagon, qui était un architecte du patrimoine, avait fait une petite étude et que ça avait réveillé un petit peu cette affaire. Et effectivement, dans ce travail, j'ai une image qui représente le travail de synthèse qu'il a fait. Mais il y a très longtemps, il y a M. Guiguet c'est un historien, il y a pas mal de gens qui ont dit qu'il y a eu des fortifications intéressantes qui ont été rasées, évidemment, mais elles ont marqué complètement la structure de la ville. Et c'est aussi pour ça, c'est à cause de ces structures qui sont quand même, elles ne se voient pas, mais elles sont contraignantes, que la ville est aussi compliquée. C'est-à-dire qu'on a une pépite qui est la cité médiévale, et la cité médiévale, elle est enfermée dans plusieurs murailles, en réalité. C'est plusieurs murailles. Et lorsqu'on discute avec la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, ou avec l'architecte des bâtiments de France, ils me disent on ne peut rien toucher parce que c'est trop sensible. Sauf que ces dernières années, c'est peut-être trop sensible, mais à force de ne pas poser le vrai problème, c'est-à-dire comment on passe du Moyen-Âge à la vie d'aujourd'hui, comment on peut faire vivre les gens aujourd'hui correctement dans ces lieux, tout en respectant l'histoire et la géographie, ben c'est la question posée. Alors effectivement, tu peux peut-être passer à l'image suivante, ça c'est la vue que l'on a du site en question qui est absolument super. Et lorsqu'on passe, on descend, on est près de Darty et de Leclerc, voilà la vue inverse, qui est aussi belle, hein, on a une vue magnifique. Et c'est là où on s'aperçoit effectivement qu'il n'y a pas beaucoup de points hauts. On voit bien que tout a été rabaissé, tout est un peu recto-autonome. Mais ceci dit, c'est une vue magnifique. Et quand on est sur cette place, qu'on est devant chez Leclerc, on est vraiment dans l'entrée de ville la plus horrible qu'on ait trouvée en France. C'est une entrée de ville comme il y en a partout, avec la pompe à essence, avec un décor de bricolage total, avec même des constructions qui ne servent plus. Bon. Donc, vous verrez, on a fait une proposition là-dessus en disant il y a une espèce de vis-à-vis qui peut on peut découvrir un vis-à-vis entre le fameux rempart qu'on va présenter tout de suite et puis ce lieu qui est en bas. Et si vous y allez, que vous regardez, vous mettez sur la façade qui est la plus à l'ouest, là, des petits bâtiments qui sont très bien. Il y a quelques boutiques qui marchent très bien là, d'ailleurs. Et quand on demande à ces gens-là, ils disent on a une très très belle vue sur Thiers. On a une vue magnifique. Sauf qu'au milieu de cette vue, il y a les poteaux, il y a les poteaux d'éclairage, et puis il y a la marée de voitures. Et voilà. Alors ça, c'est la deuxième vue. Ensuite, tu peux continuer. Donc Thiers Nouveau Monde s'est préoccupé de ces deux sites récemment, pour justement, enfin récemment. Le premier, celui du haut, c'est en 2017. On avait même présenté ça à M. de Retny, qui n'a pas donné suite. Ensuite, on s'est posé la question aussi, comment se fait, quel est le problème de Thiers? À Thiers, il y a un gros problème, c'est qu'en 1793, il y avait le même nombre d'habitants qu'aujourd'hui. Sauf qu'en 1793, c'était dans le centre-ville. C'était uniquement le centre-ville, justement, dans les... Bon, un peu plus que dans les remparts, pas beaucoup plus que dans les remparts. Ça montait jusqu'à l'avenue Victor Hugo, enfin, c'était pas très, très grand. Donc ça fait un peu bizarre.
Et le territoire communal de Thiers, c'est 44 km², c'est la même chose que Clermont-Ferrand. Donc on s'est dit, mais à Clermont-Ferrand, il y a 140 000 habitants sur le même territoire. Donc on se dit que si on laisse faire les choses, on appelle ça l'étalement urbain, ça va s'étaler dans la nature. Alors on a regardé le plan local d'urbanisme, effectivement, on s'est aperçu qu'il y a pas mal d'étalements urbains qui se produisent. Il n'y a pas que les vieilles fermes qui sont restaurées, il n'y a pas que ça, il y a de plus en plus de lotissements, etc. Voilà. Donc, comment redonner à la ville historique, qui est une pépite en jachère, comment lui redonner quelque chose? Il faudrait peut-être aussi essayer de contenir la ville sur elle-même, d'une certaine manière. Parce qu'il y a beaucoup de terrains libres à l'intérieur de la ville. Alors, il y a eu récemment un lotissement dit éco-lotissement qui s'est fait à Thiers sur un champ de blé, enfin sur un terrain agricole, et il s'appelle éco-lotissement, alors que ça bouffe des terres agricoles alors qu'il y a de la place partout ailleurs. Bon, cet éco-lotissement en plus, il ressemble à tous les éco-lotissements qu'on a vus en France, qu'on a pu regarder. Ce sont des grandes lanières de terrain, parce qu'on fait l'économie de voirie, il y a une grande voirie centrale et puis des grandes lanières de terrain très longues. Et on essaie d'imposer aux gens dans ces éco-lotissements en plus des contraintes. On leur dit, vous allez vous entendre avec votre voisin, vous allez faire un garage qui va être mitoyen, vous allez bricoler ensemble. Enfin, alors, il y a des espèces de contraintes dites écologiques qui sont ridicules. Qui, à mon avis, et d'ailleurs, j'ai pas mal de gens qui sont venus, j'ai vu ça quand j'étais en Normandie, il y en avait un à Falaise là où j'étais, le maire m'avait consulté là-dessus, je me dis, bon écoutez, je comprends que les gens n'aient pas très envie d'aller là-dedans, sauf si ça coûtait pas cher du tout. Et c'est pas vrai, ça coûte quand même cher. Parce qu'après, on leur demande de faire des maisons en bois, on leur demande de faire des constructions qui sont dites écologiques. Voilà. Je vais passer à la suite. Voilà. Alors, quand on regarde les documents d'urbanisme, le secteur sauvegardé s'appelle maintenant, avec la loi de 2016, s'appelle site patrimonial remarquable. Donc ça, c'est le site patrimonial remarquable de Thiers. Donc voilà le document qui a été fait dans les années 70-80, qui a été approuvé en 1985. C'est un document qui est déjà assez contraignant, mais pas trop. En particulier, sur le site que l'on va voir tout à l'heure, il était moins contraignant que ça l'est aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il y a eu un travail de fait à partir justement des enquêtes de M. Wagon qui ont été faites dans les années, il y a au moins une dizaine d'années, et ça a donné l'image suivante. Un nouveau PSMV, c'est celui qui est en bas, celui qui est en rose, et celui qui est en rose est plus contraignant que le précédent. Sauf qu'il n'a pas été approuvé, c'est-à-dire qu'il est arrêté, il a été arrêté par le conseil municipal, mais il n'est pas approuvé. Voilà. Donc, en gros, on protège tout. Comment? En gros, on protège tout. Oui. Alors effectivement, quand on a fait les rencontres de Thiers, on a vu pas mal de gens, enfin d'acteurs, d'architectes, de journalistes et d'autres urbanistes, et qui nous ont dit vous ne pouvez pas continuer comme ça. C'est une question qui s'est posée à Thiers, mais qui se pose ailleurs dans d'autres villes. On ne peut pas continuer comme ça. Donc la manière de faire serait de ne pas directement plonger dans les plans locaux d'urbanisme, ni dans les plans de sauvegarde et mise en valeur du site sauvegardé maintenant patrimonial remarquable, mais plutôt de faire un document intermédiaire qui ferait une synthèse entre différents points de vue, et pas uniquement le point de vue des architectes des bâtiments de France et de la DRAC, et qui serait un point de vue partagé, dans lequel il peut y avoir aussi les gens qui s'occupent de l'eau, les PPRI, etc., enfin tous les gens qui travaillent sur la ville, et ça s'appelle un plan directeur de recomposition urbaine et paysagère. Alors ça nous a été recommandé comme étant une chose excellente. Ça veut dire qu'on n'est pas contraint par un document qu'on est obligé d'approuver. C'est un document qui doit être reconnu, donc partagé, donc connu de tous, avec faire des réunions de concertation. Mais ce n'est pas le document officiel à la presse, c'est d'une part le PLU et d'autre part le PSMV, le plan de sauvegarde des mises en valeur. C'est la suite. Alors ça c'est la ville. Alors effectivement on a repéré, l'association a repéré un certain nombre de sites. On en a à peu près 5. Et sur cette carte, vous en avez 3 qui sont repérés, qui nous concernent aujourd'hui. 3 qui sont disons, liés au site du rempart. Alors, le premier, c'est le Pontel, parce que si on veut que le rempart puisse changer, il faut faire une voie de dévitement, disons, du centre-ville.
pour les poids lourds, pour les convois spéciaux, etc. Or, cette voie ne peut passer que par la gare. On est dans un site très contraint, donc il n'y a pas de rocade, on ne peut pas faire de rocade ici. Je pense que les élus, jusque-là, ils n'ont jamais pensé faire de rocade, enfin je ne sais pas s'il y en a eu. En tout cas, dans les autres villes, par exemple à Saint-Flour, ils viennent d'inaugurer une rocade 30 millions. Une rocade de 30 millions. C'est une ville de 7000 habitants. 30 millions. Elle était à 25 millions, et quand le chantier est terminé et l'inauguration arrive, 30 millions. Bon, donc nous, on n'a pas besoin de ça. Mais en revanche, on a besoin de deux choses. Une voie d'évitement pour libérer la partie centrale de tout ce qui est gênant, les poids lourds et tout ce qui vraiment gêne, et pour permettre à ce centre de vivre avec uniquement les piétons, les cycles et les voitures lentes, ou lentes, ça s'appelle comme ça aujourd'hui. Et deuxièmement, ça aurait l'avantage aussi d'irriguer la gare. Or, nous on pense aussi gare, donc on fait une pierre de coups. Et on a un site, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet de notre entretien. Mais il y a un site possible, un peu compliqué, mais qui a été déjà étudié et qui peut faire l'affaire. Et qui c'est simplement rejoindre l'avenue des États-Unis et la gare. Deuxième site qui nous intéresse beaucoup, c'est en Ville-Basse. C'est effectivement ce que j'ai appelé la place des Molles. Cette place, elle a été remise un peu en route. Au lieu d'arriver dans ce que tu disais, dans ce tiers classique de toutes les villes qu'on voit, à l'endroit précis où on découvre la ville, on est juste un contre-plongée en dessous de la ville, on pourrait la transformer en une place. Ça n'enlèverait pas toutes les voitures, évidemment. On pourrait végétaliser. On pourrait faire sur le côté un parking comme Leclerc fait des parkings comme ça, les parkings de Leclerc sont souvent à 12 étages, pas très haut, un peu sur le côté. On pourrait faire ça. Donc il y a une solution aussi. Le troisième site, effectivement, c'est le centre-ville, et ça on ne va pas en parler aujourd'hui parce que c'est un problème entre le centre-ville et la vallée des usines, où là il y a un gros projet à faire et on a quelques idées aussi, même des idées très importantes, et qui ne seraient pas forcément financées par la ville, donc c'est intéressant. On sort un peu du cadre de la ville. Parce que tout ça, ça coûte cher et il faut diversifier les financements sinon c'est impossible. Voilà. Donc passons au rempart. Alors ça, voilà les deux sites dont je viens de parler. J'ai fait un petit éclaté pour montrer ce qu'on peut faire en haut et en bas. Parce que, on peut faire la suite. Ça, c'est la ville donc, de Thiers avec ses remparts. Le site en jaune, c'est le fameux site, c'est le terrain disponible au rempart. Le travail qui avait été fait sur une vue aérienne par M. Wagon et Madame, comment elle s'appelle, Madame Rousset, Valérie Rousset. Et le site en question, là, le fameux ruisseau, c'est ça le ruisseau? Le ruisseau qui descend, qui s'appelle le Rif des Bouchers. Ça devait être assez sanguinolent au mois de... Ça devait être assez... Au Moyen-Âge, ça ne devait pas être très ragoûtant tout ça. Ça fait penser au virus, là, un peu en Chine dans ce moment. Bon, donc, le ruisseau, et là, c'est effectivement entre plusieurs enceintes de la ville, de plusieurs époques. C'est vraiment un lieu très particulier. Comme par hasard, c'est l'endroit où on a une vue absolument à tomber par terre quand on sort du centre-ville. Et surtout, on voit bien que sur cette carte, toutes les tours ont été éliminées. Je pense que c'est Richelieu qui a dû demander. Il doit être un peu trop orgueilleux ici. Voilà, tu passes à la suite. Le site du rempart est là. Alors voilà les vues qui ont été faites par notre photographe officiel, là-bas, de l'association qui est ici présent, et qui fait de très belles photos noir et blanc. Donc on a fait un petit reportage, et on s'aperçoit effectivement que de l'état architectural de ce secteur-là, on peut dire que même s'il y a une certaine nostalgie de Paris, parce que ça a été fait à l'époque où ils ont fait une rue parisienne, la rue Terrasse, une rue parisienne avec de part et d'autre deux immeubles haussmanniens. Alors il y en a un qui est très beau, qui est du côté sud, et celui qui est du côté nord, qui est là, c'est celui qu'on voit là, et pas très beau. En revanche, il y en a un qui est à l'angle de la rue Conchette et qui est du 18e, qui est plus ancien, qui ne date pas du tout de l'époque du 19e, la fin du 19e, et qui serait conservé de toute manière. Ensuite, on a des tours, comme ça, vous voyez, ça c'est un belvédère, un petit belvédère. Ça, c'est effectivement le grand mur du rempart,
Et on a pensé qu'effectivement, à cet endroit-là, ça serait intelligent d'agrandir la plateforme qui est au-dessus et d'avoir des parkings en dessous. Et on s'aperçoit qu'il y a 15 mètres de haut. Donc, on peut effectivement faire plusieurs étages de parking. Ensuite, on a toute cette façade qui est très belle. Et cette rue, effectivement, quand on discute avec les commerçants, ils disent tous que c'est trop étroit, qu'il faudrait l'ouvrir sur la vallée, l'ouvrir sur le paysage. Et en plus, alors quand on discute avec les commerçants, ils nous disent, c'est la libraire qui nous a dit ça, c'est un endroit où le chiffre d'affaires est quand même meilleur qu'ailleurs. Rue François Mitterrand, c'est moins bon. C'est nettement moins bon. Je ne sais pas si c'est partagé, mais c'est le secteur qui pourrait marcher. C'est-à-dire que si on développe le commerce dans ce coin-là, si on le relie à la rue Conchette, si on met un système un peu transparent, enfin un peu irriguant, ça peut marcher. Bon, ça c'est un croquis que j'ai fait pour montrer un peu l'intérêt du site, avec justement cette perméabilité entre les îlots. Les villes anciennes souvent ont des secteurs un peu enclavés, et je pense qu'une des idées qu'on pourrait faire valoir dans le plan directeur de recomposition urbaine et paysagère, ce serait de désenclaver un peu tout ça, et d'aérer, et à certains endroits même de remettre de la végétation là où il n'y en a pas. Il y a certainement des maisons. Quand on laisse faire effectivement un grand spécialiste, il dit tout est à garder, tout est bon. Parfait. Mais quand on regarde de plus près, on pourrait très bien dire on fait des choix. À certains endroits, si on veut que ce soit habitable, il faut faire des choix. Et ça ne veut pas dire qu'on détruit tout. C'est un problème après d'architecture, de paysage. Derrière. Comment ? Et d'un projet derrière. Et il faut qu'il y ait un projet d'ensemble, parce que ça ne va pas se faire la petite semaine. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ça se fait la petite semaine. Ça ne peut pas se faire la petite semaine. On ne peut pas, comme ça, décréter qu'à tel endroit on peut faire ci et ça, sans avoir décrété ensemble et globalement. Donc ce projet, c'est d'essayer de rendre perméable ce tissu urbain pour qu'effectivement ça fonctionne bien. Alors, pour ce qui concerne le rempart, il y a 3 sites, ça se divise en 3 sites. Il y a donc l'îlot d'Idéfimode, qui est en fait un îlot qui est situé entre la rue Terrasse et la rue Conchette. Et l'immeuble d'Éfimode, ça n'est qu'un morceau d'îlot. Et derrière, d'ailleurs, c'est tout en ruine. Derrière, c'est complètement en ruine. Deuxièmement, l'îlot des Sœurs de Nevers, où il était question d'agrandir et de réaménager la maison des associations. Donc, c'est pas du tout adapté une maison d'association, ce truc-là. C'était une ancienne école, soit c'est pour ça que la partie dans laquelle il y a des associations, c'est des salles de classe en réalité. Donc ça c'était plutôt pas mal, mais aller mettre 6 millions et quelques là-dedans, je pense que c'était une erreur. Nous on propose carrément de dire, on fait comme ça se fait dans les petites villes. Je rejoins encore Saint-Flour, puisque notre vice-président de la région est adjoint au maire de Saint-Flour, et puis Saint-Flour qui nous a parlé de Saint-Flour, je ne sais plus, enfin, à Saint-Flour, il faut des choses pas mal. On a visité Saint-Flour, ça se passe bien là-bas. Et effectivement, ils utilisent l'argent de l'État abondamment. Et de la région, abondamment. Et ça se voit sur le terrain. Donc, on s'est aperçu qu'effectivement, si on mettait... À Saint-Flour, ils ont 2 musées sur la place de la cathédrale. Ils ont 2 musées. 2 musées. Alors, je demande le premier musée, comment ça va? C'est la mairie qui fait ça, le département qui met un peu de salle, etc. Le deuxième musée, ils ont carrément fait du partenariat public-privé. Chose qu'on refuse ici. Alors que c'est la caisse, en fait, c'est la caisse d'épargne qui est le principal payeur de ces affaires-là. Donc ils ont 2 musées, et ça s'appelle le musée d'art et d'histoire dans toutes les petites villes. Dans les grandes villes comme Lyon, c'est le musée des Beaux-Arts. Et là, dans les petites villes, ça s'appelle le musée d'art et d'histoire, c'est-à-dire qu'on ramasse tout ce qui est intéressant dans le coin et qu'on peut trouver, et qui sont dans des dépôts, les fonds Parente, les fonds Calamy, les fonds je ne sais pas quoi. On les rassemble et on en fait quelque chose d'acceptable. On présente aussi l'histoire du coin, parce qu'on est en train de raconter un peu ce qu'on est en train de raconter. Et par exemple, les fortifications, c'est là qu'il faut en parler. Il faut y avoir une salle pour ça. Donc un musée d'art et d'histoire. D'art, évidemment, parce qu'il y a des grands artistes qui en ont, et il y a des œuvres dans le monde entier. Donc Maria, Prosper Maria, qui a une rue à Thiers, et d'ailleurs la rue Prosper Maria longe, c'est la rue qui est ici, longe les Sœurs de Nevers, la fameuse Sœurs de Nevers, c'est ça, avec la chapelle des Sœurs de Nevers. Voilà. Donc on pourrait faire un musée d'art et d'histoire. Avec des, si je me permets, avec des attraits aussi
moderne de 2020 dans le numérique. Aujourd'hui, quand on dit à des enfants, bon, ben, on va aller cet après-midi lire des livres, bon, ben, il faut les emmener. Bon, si on leur dit, bon, on va te donner une lunette virtuelle, et puis on va se plonger au Moyen-Âge, voilà, c'est une autre façon de les intéresser à l'histoire, de les intéresser au patrimoine, à travers le jeu, à travers le numérique, à travers tout ce qui est aujourd'hui attractif, quoi. Aujourd'hui, c'est vrai que les musées, aujourd'hui, dont j'en ai vu, s'équipent de plus en plus. On a de plus en plus des maquettes interactives, des lunettes virtuelles, enfin, c'est plus, on va visiter, c'est intéressant, moi le premier, mais intéresser 3000 armures, voilà, défiler, non, c'est, voilà, c'est passionné, oui, Effectivement, il faudrait que... mais une bande de 20 gamins qui découvrent, voilà, c'est, ben voilà, téléphone, machin, etc. Donc il faut qu'ils trouvent l'attrait à la culture à travers ces outils-là. Alors, moi j'ai vu ça parce que j'étais à Falaise, le château de Guillaume le Conquérant. Ils étaient un des premiers à avoir fait ce genre d'expérience, et y compris avec les enfants. Ils avaient été aussi, on pense ici au jardin, etc. Ils avaient fait dans le jardin de Guillaume le Conquérant, dans l'enceinte, ils avaient reconstitué des gendarmeries. C'est beaucoup plus loin. Enfin bon, il y a plein de choses à faire, et ici on a les moyens. En plus j'ai repéré ça à Saint-Flour, ils sont en train de faire un centre d'interprétation du patrimoine. Donc là, on a un des plus grands sites patrimoniaux remarquables de France. Ce serait le moment, il paraît qu'il y a des immeubles historiques qui sont écroulés, je ne sais pas où sont les pierres, où sont les éléments, où sont, enfin bon, je ne sais pas où c'est parti. En tout cas, il y aurait de quoi faire, ça s'appelle un centre d'interprétation du patrimoine. C'est lié d'ailleurs à l'école de Chaillot, cette affaire-là, et ça intéresse les archéologues, ça intéresse beaucoup de professions techniques, parce que c'est pas un truc pour rigoler uniquement, c'est pour pénétrer, repartir dans l'histoire et avoir des éléments, des éléments précis. Donc il pourrait y avoir également ça. Et alors pour le plan que vous voyez là, c'est important ce qu'il dit parce que c'est vraiment particulier à Thiers. C'est-à-dire que dans le système des constructions, à l'époque, la mitoyenneté, fallait s'encercler dans les remparts. Thiers était une ville très riche, donc on se densifiait derrière les remparts, on se mettait à la verticale. Et puis bon, on n'allait pas faire chacun son mur et son pan de bois. Hein. Dès qu'il y en a un qui l'avait fait, on se mettait contre, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le problème, il est où? C'est dès qu'il y en a un qui s'écroule au milieu, il faut faire un mur de soutènement et des étais à droite et un mur de soutènement à gauche. Parce que ça finit en château de cartes. Donc ce qui se passe aujourd'hui à Thiers, quand on dit il y en a encore un qui est tombé, il y en a encore un qui est tombé, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Parce que les bâtiments, surtout en pan de bois, ils tiennent comme ça. C'est-à-dire qu'il y en a un qui permet d'accrocher les poutres du suivant. Donc dès qu'il y en a un qui lâche, et le fait aussi que ce soit à la verticale, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place, donc derrière les remparts, on se mettait à la verticale. Ce qui fait qu'on a des petites pièces et empilées. Et aujourd'hui, c'est une autre réflexion, c'est-à-dire que de dire aujourd'hui, quand on va, pour ne pas citer un Suédois, jaune et bleu, acheter sa cuisine îlot centrale et son salon, on arrive à Thiers et on veut le mettre, on dit, compliqué quoi. Si je ne peux pas réunir 3 bâtiments et faire un plateau ou faire autre chose, donc c'est tout ce cadre en fait, tout en respectant le patrimoine. Mais plan voilà, de recomposition, c'est ça. C'est ça. C'est de réunir aussi des maisons, parce que il y a des maisons un peu comme en Angleterre, il y a des maisons très étroites. Aujourd'hui, c'est plus adapté à la vie. Avec un escalier extrêmement en pente. Moi, j'ai un voisin qui a ça, il est déjà tombé plusieurs fois, il était à l'hôpital, mais il aurait bien aimé acheter la maison d'à côté. Bon, mais ça a été restauré par un autre, ça a été mis en location. Ils me disent, c'est impossible, il y a eu des subventions pour que ce soit fait. Les gens qui sont à côté en plus détruisent régulièrement la maison parce qu'ils s'en foutent, ils s'en vont, ils ouvrent le robinet, et tout cool. Les maisons en bois en plus, avantage, quand on ouvre le robinet, ça sort par la rue direct. Pas de problème. C'est très bien. Voilà. Non, c'est vrai que c'est intéressant ce qu'on dit là parce que ce plan de recomposition, il faut qu'il soit très intelligent. Sinon, il ne se passera jamais rien dans Thiers, c'est impossible, c'est pas habitable. Et puis même aussi, c'est le dernier sujet, c'est l'eau, parce que vous avez vu le site de Thiers, c'est comme une crête en fait, sur un rocher.
Bon, avant, les ruisseaux, pourquoi ils partaient sur les côtés? Parce que ça irriguait. Je veux dire, l'eau partait et allait vers la rivière. Aujourd'hui, on asphalte, on canalise, etc. L'eau, au lieu de la côtellerie, on ne sait pas trop où elle va. Hein. Il y a des endroits de ressources qui remontent, ce qui fait qu'on a fait n'importe quoi. Donc, il y a des moments où il faut réouvrir et la laisser passer, l'eau. Parce que si on la bouche et qu'on la... il faut qu'elle aille quelque part. Et surtout, il y a un problème en plus, je vais dans ton sens, il y a un problème aussi de mélange des eaux. On mélange tout dans la canalisation, c'est pas une bonne idée, parce qu'il y a des ruisseaux, des anciens ruisseaux qui partent. Alors, ils s'en servent comme chasse d'eau. Ils s'en servent comme chasse d'eau. Mais, avec les sécheresses qu'il y a aujourd'hui l'été, souvent, ça sent pas très bon maintenant, parce que ça remonte. Je sais, parce que là où je suis, il y a un arbre couché depuis 30 ans, ce que j'ai appris là. Et quand il pleut et que ça gonfle, c'est là qu'on voit tout ce qui se déverse, ce qui fait qu'il y a un arbre qui est couché depuis 30 ans. On aurait pu le couper cet été, à la limite, s'il y avait moins d'eau. Mais il y a toute la mer qui s'accumule sur le truc. Enfin, voilà, si tu peux passer on voit ce qui est chiant. Là, donc on arrive sur le vif du sujet. Donc ce petit croquis montre en rouge, c'est ceci, ce sont les différentes enceintes, là, avec les tours. Ça, c'est la tour à la pique 2. Il y a 2 tours à la pique. Il y en a une à la pique 1 et l'autre à la pique 2. Qui est toujours là. Quand on est le long de la rue, on voit son bulbe de son soubassement. Là, oui. Alors elle était complètement rasée, elle a été remontée avec du parpaing. J'ai vu ça. Et des créneaux en parpaing. Et des créneaux en sommet. Et des créneaux au sommet. Pas du tout à la bonne hauteur d'ailleurs. Je ne l'ai même pas mis parce qu'elle est vraiment un peu ridicule cette pauvre tour. Bon, alors ça c'est en rouge, voilà c'est ça. On a ici effectivement l'îlot que j'appellerais plutôt que des fumoles, j'appellerais plutôt conchette, terrasse, puisque ce qu'il faut c'est rendre perméable tout ça et que ça soit fluide. Donc l'idée qui avait été mise, ça c'est pas moi, ça vient pas de nous, c'est une idée qui a été mise depuis longtemps, c'était de proposer, c'est les élus qui avaient proposé de faire une halle. Alors bon, on a dit, quand je l'ai présenté au maire, il m'a dit c'est trop petit pour faire une halle. Ben, d'accord, alors on appelle ça une halle gourmande. Une halle gourmande. C'est complètement d'actualité. Il y en a partout. Allez sur internet, il y a partout des halles gourmandes maintenant qui se mettent en place pour promouvoir le bio, pour promouvoir la bonne nourriture, pour promouvoir les choses saines. Et ça, voilà. Donc ce serait ce genre-là. Et ça fait quand même entre 600 et 800 mètres carrés. C'est quand même pas ridicule. Et ça serait ouvert de tous les côtés. C'est-à-dire que quand il fait beau, c'est ouvert, c'est du vitrage, et puis il y a des grandes portes qui s'ouvrent. Bon. Et donc, ça permettrait de faire que tout ce terrain-là, qui actuellement avec ce grand immeuble qui part à route, serait remplacé par cette verrière, si on peut dire, surmontée d'une terrasse, et sur la terrasse, on peut faire encore autre chose. Et je dis ça, on peut faire autre chose, parce que ce serait intéressant de faire du partenariat public-privé, c'est une chose qu'il faut absolument faire. On est allé d'ailleurs à Paris, ils nous ont incité à faire ça, c'est-à-dire que les subventions, c'est bien gentil, mais c'était une période. Aujourd'hui, c'est plutôt ça. Si vous voulez faire un projet, essayez de faire en sorte que financièrement, il soit équilibré, c'est-à-dire que ce soit finançable, votre affaire, tant par le public que par le privé. Voilà. Tout le monde sait ce que c'est, non, les PPP, les partenariats public-privé, non? En fait, c'est un système qui va de pair avec le fait qu'il n'y a plus de sous dans les caisses, quand même, tout simplement, au niveau public. La ville a toujours marché avec des partenariats publics. Oui, très bien. En fait, mais de plus en plus, par exemple, je prends l'hôpital Estin, a été fait à Clermont, a été fait dans un partenariat public-privé, où c'est un gros groupe Bouygues. En gros, comment ça marche? C'est eux qui investissent les travaux. Et après, c'est la ville qui paye un loyer à l'entreprise. Mais ça peut être un groupement de commerce, ça peut être d'autres... Justement, pour aller sur un terrain comme celui-là, dans le cadre d'un projet comme celui-là, ça pourrait être pris aussi en charge par la Banque des Territoires. Oui. Il y a une banque prête à taux zéro et qui pourrait servir de relais. Il y a aussi, alors ça c'est pour le foncier en général, l'établissement foncier public du Puy-de-Dôme qui peut fonctionner et tant qu'on n'a pas fait l'opération, porter les terrains. Alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit, je ne sais pas si ici on a tu étais à la mairie, beaucoup de terrains sont portés directement par la mairie. Et ça c'est embêtant parce que ça fait des charges financières qui finissent par s'accumuler.
Alors qu'on peut très bien, en utilisant les systèmes publics qui existent aujourd'hui, Banque des territoires et qu'est-ce que je viens de dire, établissement public foncier, on peut effectivement alléger beaucoup la barque au niveau des frais financiers. Alors, donc ce petit dessin montre, j'ai mis en rouge, effectivement, tout ça, ça libère, le sol est totalement libéré. Quand on arrive au niveau 9 mètres, on est au-dessus des bâtiments qui sont à côté, et donc on peut avoir une grande terrasse avec vue sur le puits d'eau, absolument invraisemblable. Et là, on pourrait avoir un resto, ou je ne sais pas quoi, en fait. Tout ça est à imaginer, mais on avait rencontré lors de la semaine du goût, ici, dans ces locaux ici, il y a 2 ans, un grand chef parisien qui était allé sur le site avec nous et qui nous avait dit, mais moi je forme toute la semaine, enfin je forme des futurs étoilés, des futurs comment ça s'appelle, des étoiles, comment ça s'appelle, des gens qui sont très spécialisés, qui font de la bonne bouffe, et meilleur ouvrier de France, c'est ça, meilleur ouvrier de France. Et il nous a dit, moi je peux vous en envoyer, trouvez l'investisseur qui va venir là, faites en sorte que ce soit mieux qu'à Vichy, et puis vous allez voir, certainement, il trouve qu'ici c'est génial, parce qu'il dit, il faut une belle vue, il faut qu'il y ait du confort quand même, et il ne faut pas que ce soit directement dans la rue. C'est comme tout ce qui est un peu chic, il ne faut pas que ce soit directement dans la rue. Bon, alors dans la rue, vous mettez la brasserie, et puis au-dessus, vous mettez le restaurant un peu plus cher. Voilà. Mais tout ça pour dire que si on veut relancer le commerce dans ce secteur-là, c'est un commerce qui est extrêmement lié au tourisme. Si effectivement les gens qui ont de l'argent ne viennent pas, c'est un peu compliqué à gérer. Et en fait, ils viennent, hein, parce que pour les couteliers et autres, ils viennent, on voit des gens, mais vous savez, l'argent qu'ils mettent dans les couteaux, c'est de la folie. De la folie. Bon. Donc, tu peux passer à l'image suivante, c'est pour expliquer le système. Alors, le système, c'est le choix entre ce qui a été proposé dans le cadre de l'ANRU, c'est ça, c'est de garder ce qui existe, de ne pas ouvrir l'îlot vers la rue Cauchette, et donc toujours en rouge, c'est les anciennes fortifications, et là, au contraire, ce que l'on propose, c'est d'ouvrir l'îlot sur la rue Cauchette. C'est en face de cet ici, pour situer les choses, et de faire ce qu'on appelle un PED, c'est-à-dire un passage sous immeuble. Il y a un immeuble qui est justement là, bien placé pour cette fonction, qui est pratiquement jamais utilisé d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il a cet immeuble. Je crois qu'il est très fragile, je pense qu'il tomberait si on faisait un passage dessous, mais ça fait. On le refera. En tout cas, je confirme. Tu l'as en face de chez toi. Je l'ai en plein panoramique, mais pas dans un bel état. Oui, il est en mauvais état. Il est en mauvais état, il n'est pratiquement pas habité aujourd'hui, il est très peu. Voilà. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai fait un cercle ici, c'est d'ouvrir, ça s'appelle le îlot ouvert. C'est pour un architecte connu qui a fait la région, l'immeuble de la région à Lyon, qui s'appelle Port-Sampard, et qui a effectivement imaginé cette solution. À Paris, c'est ce qu'il fait maintenant aujourd'hui. On ne fait plus des îlots d'Haussmann, on fait des îlots ouverts. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est où, ce bâtiment? C'est un mascotte, c'est un énorme pâté en croûte. Non, mais il a fait des choses très bien à Paris. Je ne vais pas lui citer en lui disant qu'il a fait. Je suis désolée, mais j'apprécie pas tout ce qu'il fait. Oui, moi aussi, je suis d'accord. Ah non, à Paris, il a fait des choses magnifiques, absolument magnifiques. Par exemple, Et notamment à Marseille, la tour de Port-en-Parc à Marseille. Ah oui. Là, l'exemple à prendre, c'est plutôt le quartier Masséna, ouais, à côté de la Bénèche, qui était d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Là. Ouais. Et c'est vrai que l'idée, c'est qu'en fait, on n'a plus les îlots comme ça, quand on se balade. Non, c'est le principe des îlots ouverts. Et moi, je l'ai testé parce que j'ai travaillé sur Don-la-Vallée pendant très longtemps. J'ai fait aussi des îlots ouverts. On donnait les prescriptions pour les promoteurs, et puis après, on leur disait, écoutez, alors, nous, on ne veut pas que ce soit fermé parce que c'est plus de notre époque. Terminé, c'est plus de notre époque, il faut que ce soit ouvert sur la rue à côté. Alors les gens disaient oui, mais ça, le bruit de la rue, on va l'entendre, etc. Des inconvénients, évidemment, à toute solution. Mais là, en plus, là, c'est un îlot commercial, il faut que ce soit le plus perméable possible. C'est clair. Si on veut que les commerces du coin, de la rue du Bourg et tout ça marche, il faut que ce soit.
Ça c'est le site, bon il n'y a rien à en dire, c'est le terrain lui-même VRL. Il y a beaucoup de place. Ça c'est le projet de la mairie. Voilà. No comment. Ça consistait à refaire ce qu'il y avait avant. Ce qui avait été démoli par la municipalité de... Quoi? Oui, c'est ça. C'était de refaire une petite rotonde. Oui. Une petite rotonde devant l'immeuble actuel. Alors ça, c'est ce que l'on propose, c'est autre chose. C'est de dire, ce carré, qui peut être rond, hein, ça peut être toute forme, peut être différent. Ce carré, c'est une halle, ça fait 600 à 800 mètres carrés. Et c'est dessus que l'on fait cette terrasse. On fait un immeuble, on fait d'abord un étage de bureau, parce que pour monter à 9 mètres, on a quoi faire. Une halle, 6 mètres sous plafond, c'est bien. 3 mètres sous plafond, comme ils voulaient le faire dans l'immeuble des Fimodes, ça ne va pas. Une halle à 3 mètres sous plafond, ça ne marche pas. Mais à 6 mètres, ça marche. Voilà. Et au-dessus, une terrasse, et au-dessus, ce petit belvédère. Donc, et ça permet effectivement de libérer totalement le sol, et même de recomposer tout ce qui est autour. Alors, je vais vous montrer un bon exemple qui est à Rennes, je ne sais pas si ça vient tout de suite derrière. Donc ça c'est pour montrer, on continue. Oui, alors à Rennes, ça c'est un monument historique. C'est le couvent des Jacobins, c'est ça? Les Jacobins, voilà. Le couvent des Jacobins à Rennes, qui a été transformé en centre des congrès. Donc ils ont, je ne vais pas amener allez sur internet, vous verrez, c'est absolument fabuleux. Et donc, ils ont fait une petite tour signal. Là, ça fait grandiose parce que c'est un effet de perspective. C'est une petite tour signal. Donc, au sommet, effectivement, ils font le numérique. Et, par exemple, le centre d'art contemporain est en train de faire une grande exposition. Donc, c'est affiché. Toute la ville sait que ça existe. Voilà. Ça, là, par exemple, c'est Anne Gastinel, c'est une pianiste qui est venue à Rennes, qui joue dans la ça. Et c'est au milieu d'un cloître. Tu passes à suite. Alors ça, c'est des vues également de ce qu'on pourrait faire au niveau du sol, sur le site lui-même. Au centre, ce sont les immeubles conservés. On voit un immeuble à gauche qui est haussmannien, qui est très beau, et à droite, un immeuble du 18e qui est assez massacré, mais qui est très beau aussi. Voilà. Et lorsqu'on a le globe des couteliers, là, à gauche du globe, il y a la porte actuellement de ce magasin, de ce qu'on appelle des Fimodes. C'est une galerie pour les piétons. Les piétons passeraient là, dessus. Voilà. C'est pour ça qu'on a mis des arcades autour. Tu peux continuer. Bon, ça c'est pour montrer une halle. Les halles dans d'autres lieux, alors comme c'est métallique, on peut même s'éclater pour que ce soit un peu festif. Ça c'est, justement, c'est pour montrer que les tours qu'il y avait donc à Thiers, qui étaient des trucs bien costauds. Et puis, voilà. Alors effectivement, on pense l'un et l'autre, mais on n'est pas les seuls. Si on était les seuls, ça ne marcherait pas. On a des foules de gens, maintenant qu'on rencontre, qui nous disent, mais c'est scandaleux de laisser cette ville tomber, c'est pas possible. Et ils appellent ça s'appelle en jargon le génie du lieu, c'est-à-dire qu'il y a un truc, c'est une ville habitée, même s'il n'y a personne, parce qu'il y a de moins en moins de personnes. Il faut savoir qu'il y a 70% des personnes du centre ancien qui ont plus de 70 ans. C'est quand même un peu un problème. Alors quand elles s'en vont, et que c'est une petite maison comme on disait tout à l'heure, eh bien la maison, elle n'est pas reprise. Ou elle est reprise pour les locations, mais c'est pas toujours le cas, parce qu'elles sont trop petites, et tout ça c'est appelé à tomber en ruine. Et puis ceux qui sont à côté, donc par exemple des beaux bâtiments, des genre hôtels particuliers, ben, eux aussi laissent tomber. Tout le monde laisse tomber, parce que l'ambiance est mauvaise. On a une très mauvaise ambiance. Et je ne sais pas qui m'a dit, c'est quoi, je crois que ça c'est l'information de la police municipale, ça tourne un peu au vinaigre dans certains coins actuellement, par le fait que ce n'est plus habité. Il n'y a plus personne. Ou c'est habité par des gens. Ou c'est habité par des gens qui laissent vraiment tout aller. Qui créent des nuisances. Et qui créent des nuisances certaines, qui font que plus personne ne vient. Donc, ce fameux génie du lieu, j'en ai parlé avec l'architecte des bâtiments de France, qui m'a dit, moi j'y crois au génie du lieu, mais il faut garder ce qui existe, etc. Parce qu'il
il avait en tête son PSMB, le fameux plan de sauvegarde, qui fait que tout est figé. Bon, et ça, c'est pas tenable. Aujourd'hui, ça n'est plus tenable. Et quand on raisonne avec d'autres gens, on se dit qu'il faut vraiment changer les choses. Et c'est après, c'est ça. Ouais, et c'est pas, en fait, on pourrait avoir 3 milliards d'euros là qui tombent, et on retape tout, et on refait tous les bâtiments, etc. Ça change rien. C'est pas ça qui va faire revivre la ville. Moi, quand je reconstituais là, les remparts, une des premières sources, c'était les cartes postales anciennes. Aller chercher, voilà, tout. C'est épatant comment c'était occupé, les vignes, les coteaux, etc. Mais parce que c'était occupé, que c'était pas en friche, et qu'il y avait une utilisation. Aujourd'hui, si l'occupation n'est pas là, bon, bah, la nature prend sa droit, c'est normal. Aujourd'hui, c'est pas débroussailler tous les ans. La renommée du Japon, là, quand je les vois, les débroussailler, c'est la dernière chose à faire. C'est encore plus intrusif. Il faut y mettre quelque chose d'autre à la place. Enfin, il faut une occupation du truc. Sinon, c'est tous les ans, on repeint, on débroussaille, on entretient. Il faut une occupation. Pas d'habitants, c'est foutu. Non, mais c'est vrai. Et il faut des habitants de toutes sortes, comme ça se faisait autrefois. Il faut des gens de toutes conditions sociales. Alors justement, j'ai mis une phrase, la tienne, dans la vie historique, on retrouve le charme des cités anciennes perchées du sud de la France, Provence et Occitanie. La faible pente des toitures, la monnaie nature des façades, les terrasses, les tours d'angle, les petits belvédères, les petits campaniles. On peut même penser aux villes italiennes avec les fortifications, les donjons et les tours. Il y a toute une ambiance qui est totalement méridionale. Sauf que, on a appelé ça la ville noire depuis Georges Sand, c'est la ville noire. C'est des gens qui travaillent très dur, très mental, ils sont couchés sur une planche, etc. Je pense qu'il faut sortir de cette ambiance-là parce que c'est pas la réalité qui est future. Et tout se rejoint parce que quand il parlait du schéma directeur paysager, etc., on ne peut pas revivre tiers si on n'imagine pas comment on habite dans ces bâtiments-là en 2020, comment on va faire ses courses et on les monte. Est-ce que c'est des triporteurs, des mini-véhicules électriques? Est-ce qu'on n'accepte plus les villes? Enfin, il y a toutes ces questions-là. Comment on y vit, comment on s'y déplace, comment tout est lié. Parce que sinon, ça va marcher 2 ans et puis tout est lié. Alors, il y a une idée qui a été émise, et une question m'a été posée par un grand écologiste local, et qui m'a dit moi je suis contre les parkings parce qu'il faut dissuader les voitures de venir à Thiers. Quelqu'un qui habite Clermont. Et donc je lui dis écoute, alors là, on en reparlera. Nous, ce qu'on a eu comme idée, c'était autour de la cité médiévale, où effectivement il faut faire ce qu'on appelle les circulations douces. Et on ne peut pas circuler n'importe comment là-dedans, c'est très étroit. Les places de parking, même si on enlève des maisons pour mettre des parkings, c'est rien du tout, ça ne va pas. Donc, ça serait autour de cette cité médiévale de mettre plusieurs parkings dans lesquels les résidents ont des garages. Et ça se fait ailleurs. Ça. Donc, on a appelé ça parking de dissuasion. C'est-à-dire que normalement, on laisse la voiture à ce parking. Ce parking est sécurisé, c'est pas comme, je crois qu'il y a eu des problèmes dans le coin, là, au parking à côté de la mairie. Ce ne sont pas des parkings qui sont laissés à la chair. On peut mettre par exemple un étage entier pour les besoins, ça se fait dans d'autres villes. Voilà. Et à partir de là, ça permet effectivement de développer le transport en commun et d'autre part de laisser la voiture au garage quand on n'a pas besoin de s'en servir. Et le transport en commun, pas forcément des énormes bus. Moi, j'ai fait l'expérience plusieurs fois d'essayer de venir Clermont-Thiers en bus. Toujours épaté de monter dans un bus où on est 4 dans un énorme bus et on stagne un quart d'heure en bas de la gare parce qu'ils sont 2 en train de se croiser et qu'ils n'y arrivent pas, quoi. On veut faire des travaux, je sais pas, on veut faire des travaux rue de la Coutellerie. Comment on amène les chevrons, les tuiles, enfin, voilà, si on ne peut pas, on ne le fait pas. Si c'est pas... Oui. Alors il paraît justement qu'à propos de travaux sur l'ancien hôpital, il y a une rue de Thiers qui n'a pas été refaite. C'est la rue rue Roger de Lille, qui n'a pas été refaite en attendant que les travaux se fassent sur l'hôpital. Alors comme ça traîne énormément, la
Oui, je comprends le fait. Alors, Précisément la rue Gambetta. rue Gambetta, ouais, ça. Non, mais c'est vrai qu'une cité médiévale, forcément que ça pose des problèmes, les rues sont étroites, etc. Il faut prévoir une mutation de choses. Mais les villes du sud de la France qui se sont régénérées, elles se sont régénérées parce qu'il y avait, elles avaient des rues étroites aussi, c'était le même sujet. Sauf qu'il y a eu une volonté que ça change. Et il faut qu'il y ait une volonté que ça change, c'est tout. J'ai deux questions. Alors, sur le projet qui est très intéressant, Défilmode, bâtiment Défilmode, tout ce qui est dans un état de délabrement derrière, c'est des propriétaires privés, Défilmode appartient à qui? Ah ben, ce qu'il faut faire dans ces bâtiments derrière qui sont dans un état pitoyable, c'est des propriétaires privés, ça appartient à... Alors, comment ça marche? Dans ces cas-là, moi j'ai déjà fait des opérations où j'étais aménageur. Mais non, mais à la question. C'est mon job. Attends. À la question, Défilmode appartient à la mairie. Ah oui, le bâtiment qui jouxte Défilmode sur la. Enfin, ça dépend comment on le regarde. Si on le regarde au niveau au niveau des remparts, sur le premier, il y a l'ancienne banque populaire, et bien ça a été racheté par la mairie. Et l'autre bâtiment qui jouxte juste à gauche de Défilmode, ça a été également racheté par la mairie il y a quelques années. Donc là, l'eau, en majeure partie. Tout appartient à la mairie. Voilà, et en majeure partie, il appartient à la mairie. Il y a peut-être un autre bâtiment qui se trouve un petit peu plus loin, qui est très dégradé. Alors, qui doit être encore à... Ce que je voulais dire, c'est que pour ce genre d'opération, en général, on décrète une grande opération d'urbanisme. Loi Elan, c'est la fameuse loi qui a été critiquée, les architectes ont beaucoup critiqué, parce qu'elle permettait aux bailleurs sociaux de ne pas forcément faire de concours, des choses comme ça. Mais elle a des avantages sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'elle a prévu ce qu'on appelle les grandes opérations d'urbanisme. À ce moment-là, on décrète cette grande opération d'urbanisme. À ce moment-là, on met l'établissement public foncier sur le coup, qui négocie avec les gens qui sont là. Et or, là, pratiquement, ce sont des gens qui ne sont plus là. C'est des ruines. Tout ce qui est derrière, c'est que des ruines. Mais c'est quelquefois très compliqué. Il faut retrouver les gens. Ça peut prendre du temps, etc. Vous avez une deuxième question. Alors, deuxième question, c'est dans ce projet, moi je sais que c'est un site qui est protégé, sauvegarde du patrimoine. Quelle va être ta réaction? Parce que les architectes du bâtiment de France mettent souvent les hauts là. Alors, très important, la question, c'est une super question à 1000 €. Pourquoi? Parce que la loi de 2016, dite loi de liberté de création, d'architecture et de patrimoine, a prévu des choses. Il a prévu notamment de créer dans les communes, ce qui n'a pas été fait hier, mais il suffit de changer de municipalité, ça peut se faire tout de suite. La même chose, vous voyez, il y a le plan de recomposition urbaine et patrimoniale, il y a l'atelier public de maîtrise d'œuvre urbaine et patrimoniale. C'est un organisme qui se met en place. Ça pourrait être mis en place rue Parente sans problème tout de suite. Et cet organisme-là intègre l'architecte des bâtiments de France, qui lui-même est pris en charge. C'est l'État, l'architecte des bâtiments de France, il travaille pour l'État. Ça, c'est Auger, c'est Patrick Auger qui nous explique ça. Une des personnes qui est venue ici est architecte conseil de la BRAC, donc de l'État. Il nous a expliqué ça. Donc, on fait cet organisme-là, c'est un organisme tout seul. Il y a déjà des embryons qui existent mairie de ce genre de choses. Et simplement, on intègre l'architecte des bâtiments de France dans le système, dans l'opération en question. Et lui-même, il est forcément positif dans ce cas-là. L'histoire de Rennes, c'est ça, l'histoire de Rennes. De mettre une tour contemporaine au milieu d'un monument historique. C'est un monument historique, là, c'est pas un monument historique ici. Il y a un monument historique qui est à côté, c'est dans le périmètre. Vous savez, c'est un petit immeuble qui est rue Conchette, là, avec un bel escalier en pierre. Lui, il est classé en rue Conchette. Comment? 4 rue Conchette, voilà. À gauche. Donc on est dans un périmètre de monument historique, ce qui est un élément fort. Bon, mais il n'y a aucun problème. Et effectivement, au pire, s'il faut prendre un architecte des monuments historiques pour faire l'opération, c'est un architecte des monuments historiques. À Rennes, ils ont pris un architecte des monuments historiques et une équipe de maîtrise d'œuvre qui est issue de Chaillot et d'autres organismes. Il n'y a aucun problème. Pour répondre un peu plus à votre question aussi, c'est que bosser régulièrement avec les bâtiments de France,
il y a une question aussi d'offrir de la sensibilité en face. C'est-à-dire que si on arrive avec un projet, on pète tout, voilà, c'est pas possible. Par contre, si on arrive, on veut faire ça pour faire revivre, on sacrifie une partie, on fait une place, on met en valeur les remparts. Enfin, après, c'est un dialogue qu'on met avec eux. Et ils sont réceptifs. Ils sont réceptifs parce Si on met en valeur le patrimoine historique. Voilà, dans l'idée que la modernité peut mettre en valeur le patrimoine et le faire revivre. Et ça, après, c'est des choix de matériaux. Moi, je vois dans des centres historiques, on a des beaux matériaux, du zinc, du bois, on a du métal, des grilles, enfin, voilà. Après, c'est des questions de ne pas faire le truc en béton, voilà. Mais moi, ce que j'ai ressenti particulièrement quand j'ai démarré sur le travail sur les remparts, c'est qu'aujourd'hui, il y a des bâtiments en France, ils disent « Oh, mais attendez, on passe pour les méchants, on refuse tout ». Mais quand on passe, qu'on voit encore des fenêtres PVC sans même nous demander, voilà, etc. Maintenant, il y en a marre. Vous foutez de nous, c'est verrouillé partout. Et puis, d'autant plus quand il faut arriver des projets où ils se demandent si on a lu une ligne de l'histoire de Thiers. C'est là, on se dit, c'est bon. Donc, il y a une espèce de... Alors moi, j'ai un élément concret, c'est-à-dire que chez moi, je suis dans un... Je sais pas si ça... je suis dans le cadre dont vous parlez, je suis dans ce cadre-là. Et j'ai entrepris il y a 1 an de restaurer l'ensemble, d'acheter ce qui ne nous appartenait pas et de restaurer l'ensemble. C'est une maison de marchand, 19 le Conchère. Donc j'ai fait un projet de base. J'ai soumis à Architecte des Bâtiments de France qui est venu, qui est passé une demi-journée à la maison. On a discuté. Et à la sortie, effectivement, on a sorti un projet ensemble. Et ce qu'il ne faut jamais, c'est prendre les autres pour rien. Il faut dialoguer, c'est la vie. C'est ce que dit Nicolas tout de suite. Il faut une telle opération qui se passe bien dans ces cadres-là. Alors, et pourtant, on n'a pas ce fameux atelier dont je parle maintenant. Alors, si je parle d'un atelier, c'est qu'il faut savoir qu'ils sont 3 dans le département, je crois même pas, et qu'ils passent leur temps à courir à droite et à gauche. Donc, s'il n'y a pas une structure dans une ville où ils ont leur plan, leur machin, leur repère, etc., et où on peut convoquer les gens dans des conditions où il y a ce qu'il faut pour discuter. S'il y a de l'archéologie, par exemple, il faut qu'il y ait des plans sur la table, il faut qu'il y ait des documents. S'il n'y a pas ça, pour eux, c'est très compliqué. Donc il faut leur faciliter la tâche et les rendre encore plus intelligents qu'ils le sont. Il y a un exemple que vous citez, puisqu'on parle effectivement de la confrontation entre ce qui est patrimonial. Et à Thiers, c'est surtout ça. Et ce qui est contemporain, si vous connaissez Nîmes, la maison carrée de Nîmes, c'est encore plus vieux qu'à Thiers, la maison carrée de Nîmes, c'est un temple. C'est pas un grand temple, un temple romain. C'est vrai. Un temple romain, 2 grands points de voiture, des colonnes, etc., des chapiteaux. Et en face, tu me confirmeras, en face, il y a un bâtiment béton, métal, fer. Magnifique. Alors, ça pour avoir été reçu en face. Et alors, ce qui est très curieux, c'est quand on regarde en plan, c'est le même parcellaire. Oui. Mettons que le temps qu'il fasse, je vais dire, 30 mètres de long par 15 mètres de large, c'était de là qu'ils ont réussi. Ils ont retrouvé une image du temps de l'autre côté de la rue, mais avec des matériaux complètement contemporains. Et tout ça, bien sûr, a été fait par hasard. Il y a beaucoup de gens qui ont donné leur avis. D'ailleurs, quand on passe devant, la maison carrée se reflète dans le verre. Que ça doit rester un musée et qu'on peut très bien mettre, alors avec du doigté, douceur, je ne sais pas comment dire, de l'architecture de l'année 2020. Il faut mettre des beaux matériaux, c'est ça le problème. Et être humble. Mais je vous signale quand même que sur le petit bâtiment qui est accroché à la médiathèque, avec mon confrère, on a observé ça. Ils ont mis du cuivre sur une espèce de... Je crois que c'était un arrêt de chantier. On croit que c'est un arrêt de chantier. Bon, non, il faut quand même, quand on est sur des bâtiments anciens, forcément, il faut mettre du cuivre, il faut mettre des matériaux. Ça, c'est sûr. Donc il faut à la fois que s'il y a des propriétaires qui font le travail, mais il faut aussi qu'ils payent un peu, qu'ils ont envie de le faire. Et il faut aussi que ce soit un peu aidé.
Mais on ne va pas tout transformer d'un coup. Il faut, et comme le dit Jean-François, il faut être à la bonne échelle. C'est ça le sujet. Une place comme ça, à mon avis, on est à la bonne échelle. C'est suffisamment aéré. Vous imaginez en face de la pharmacie, puisque vous avez une pharmacie en face, actuellement c'est un mur, c'est carrément un mur. Bon, tout ce qu'on peut faire derrière ce mur, c'est peut-être très intéressant, mais au premier étage, on peut faire du logement, c'est-à-dire ce qui est prévu. Et au rez-de-chaussée, on peut faire des boutiques. Bon, les boutiques, on peut les mettre plus loin, justement. Il y a plein de boutiques dans la Conchette qui sont totalement vides. On peut les remplir, celles-là. Et on peut aussi reprendre la rue du Bourg qui est en train de se casser la gueule, hein, qui est juste derrière aussi. Donc ça veut dire qu'il faut être perméable et il faut que les commerces puissent bien fonctionner. Et ça n'empêche pas, dans des secteurs comme... Vous voyez, ici, par exemple, il y a une construction qui est là, qu'il faut garder, paraît-il, dans le... Bien, ça peut devenir des boutiques, ça aussi. Quand on voit, moi j'ai visité les villes suédoises, c'est une espèce de dédale dans lequel on va, ça peut être une cité d'antiquaire, enfin il y a plein de choses intéressantes à faire. C'est super. On dit que Thiers, c'est la ville de quoi, des cités d'art, non, métiers d'art. Bah, on peut amener quelques métiers d'art intéressants, en plus des tutoriels. Tout à l'heure, vous avez fait une comparaison avec Saint-Flour, Oui. qui finalement, avec Thiers, c'est la même topographie. Hein. Ah oui, oui. Exactement. Hein. Ah oui. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la ville haute? À Saint-Flour, ils ont réussi à... Ah ben, ils ont fait un travail remarquable de projet. Ouais. De projet. C'est-à-dire qu'ils ont analysé toute leur ville, ils ont des relevés de tout. À Thiers, oui, on n'a pas dit ça, à Thiers, il faut faire des relevés. Il faut relever les bâtiments. Quand on ne sait pas de quoi on parle, bien évidemment, on peut toujours... Alors ça, c'est la puissance publique qui veut le faire. Les particuliers ne vont pas le faire. Moi, chez moi, je l'ai fait. On reçoit acheter des bâtiments de France, mais les particuliers, en général, ils ne font pas relever leurs bâtiments. Il faudrait avoir relevé des bâtiments. Et surtout ceux qu'on veut garder à tout prix. Bon, donc à Saint-Flour, ils ont fait ce travail. Et puis après, ils ont fait un travail aussi sur l'espace public, la arcade. Je ne sais pas si vous y êtes allés, mais les matériaux, tout ça, c'est top. Ah ouais, c'est autre chose. Les devantures, je vois une devanture casino, j'ai des photos, on pourrait se faire une soirée photo, j'ai fait tout un reportage sur Saint-Flour. Mais c'est vraiment intéressant. Et ouais, c'est c'était son cousin, je ne sais pas qui était bien. Non mais, c'est un travail à faire par une municipalité qui se fait aider par des gens compétents, c'est ça. C'est une volonté. Il faut une volonté. Et puis il faut avoir envie de faire des choses, des belles choses. Faut pas être timide. Tu peux en parler encore mieux que moi, là. Il faut se le relayer. Je sais pas ce qu'il faut Non, mais faire. peut-être là-dessus, mais il faut donner envie, quoi. Faut pas être timide, même si on sait, il faut une vision, on se rabâche un peu, mais qu'est-ce qu'on veut que Thiers devienne? Après, on sait que les générations futures, que ça va se lancer. Moi, j'ai vu des villages, Ozon, en Haute-Loire, par exemple, un petit village qui est maintenant le plus beau village de France. Ouais, voilà. Il y a eu une vraie, voilà, on arrête les supermarchés. Voilà, ça s'est fait sur 30, 40 ans. Donc, mais il y a une vision de qu'est-ce qu'ils veulent de leur ville. C'est pas, ah tiens, il y a un promoteur qui arrive, ah tiens, il y a un commerce qui... Voilà, non, c'est une vision. Ah, il y a une subvention là, non, voilà. Ils se disent, voilà, on veut être ça. Et pas autre chose. Je vais vous interrompre. Merci Gérard pour cette présentation. Pour faire le lien, et puis je crois que tu vas beaucoup présenter. Il y a la 3D de ce site. Voilà. Et juste pour en aparté, nous, lorsqu'il y a eu les rencontres de Thiers, on a fait en fait les 4 conférences avec André de Rose, Frédéric Laine, Patrick Mouget et puis Louis Moutard qui sont venus. La conclusion qui a été réalisée à la Cité d'Architecture le 13 novembre de l'année dernière, où on est monté en fait carrément à Paris tous ensemble pour, j'irai faire une synthèse de tout ça. Et ce qui est ressorti, c'est que la solution, c'est un plan directeur pour les 20 ans à venir. L'échelle, c'est ça. Oui. Hein, c'est 20 ans, oui. Voilà. L'échelle, c'est ça. Et à un moment, il faut effectivement avoir un
recensement des sites majeurs, et après, derrière, un travail Un truc qu'ils nous ont dit, ils ont dit les investisseurs veulent voir loin pour investir. Si c'est à moins de 20 ans, ça ne les intéresse absolument pas. Et il faut que ce soit un plan tellement solide qu'on est sûr que les municipalités successives ne puissent pas faire autrement que d'aller dans le même sens. Sinon, les investisseurs, ils ne viennent pas. Ils ont besoin d'une visibilité. Et de traceurer simplement sur la ville, de la ville. Voilà. Donc, Nicolas, tu as fait une... Oui, c'est un concours. C'est vraiment schématique, mais c'est pour expliquer un petit peu en fait l'idée. Là, on est au niveau de la terrasse. Et en fait, l'idée principale, c'est ce qu'a expliqué donc, Gérard, c'est-à-dire un volume qui ferait une halle avec un élément cilial. Alors, pour la petite histoire, quand il m'a parlé de ça, j'ai dit, le donjon, il n'était pas là, etc. Mais non, mais c'est pas ça le sujet, parce que le sujet vraiment de tiers, c'est de pouvoir voir la vue, il faut s'élever, et on imagine bien un élément, il faut que ce soit très bien fait, on imagine bien un élément où on peut monter, que ce soit dans l'hôtel, ou touriste, etc., et qu'il puisse voir tiers par-dessus et apprécier la vue. Donc c'est un peu c'est l'idée. Les galeries. Moi, pour la petite histoire, j'ai vécu 1 an en Italie, à Turin. C'est pas négligeable, les galeries. Combien de fois on se retrouve le nom des commerces, il pleut, etc. Voilà. Et ça me faisait toujours sourire quand il y avait un chevauchement, alors pas de trottoir en plus, avec les voitures. Ah oui, alors en Italie, c'est un cirque. Puis quand il pleut, ou moi qui supporte pas, j'ai une femme, 3 filles, je supporte pas de rentrer dans un magasin avec elle pour les trucs de shopping, donc il faut que je reste devant, que je sois quelque part. Donc moi j'aime bien les galeries, surtout quand il pleut. Non mais c'est appréciable parce qu'on a sa place, et puis c'est surtout, voilà, et puis l'idée c'est de dire de prendre le rempart, c'est qu'on le réavance. Comme on disait tout à l'heure, ça fait 17 mètres de profondeur. Ça fait 2 voitures plus une allée centrale, 17 mètres. De pouvoir faire justement des parkings dissimulés, qu'on arrive en parking en dessous, on monte, on a une grande esplanade piéton mode doux. Alors quand on dit mode doux, c'est pas obligatoirement juste le vélo ou la trottinette électrique. Ça peut être des triporteurs, ça peut être des mini-voitures, si on venait de dire. Moi je vois quand je travaille sur le centre-ville de Clermont, j'en ai un là, un projet. Les gens me disent, ouais, vous ne mettez pas plus de place. Quand je vois le Ford Ranger, le 4x4 Hammer, je dis, non mais, achetez une Zoé, achetez. Et à un moment donné, on ne peut pas faire des miracles sur le. Puis ça y va, les SUV, tout ça. Donc, et ça peut être même des tout petits bus de 5-6 places, ou même, moi je vois des cartes postales avec les tout petits tramways qui avaient plein à l'époque. Enfin, pas un tramway sur rail, mais ce truc-là, ce petit wagonnet là qui circule. Enfin, faut imaginer des choses comme ça. La place, on apprécie la vue, il y a des cafés, il y a des commerces, etc. Et puis ici, ici en fait, il y avait le ruisseau qui sortait. Ben, pourquoi pas le faire ressortir? Il y avait une tour ici qui était juste à l'entrée de la rue, etc. Pourquoi pas refaire quelque chose qui pourrait servir d'ascenseur, d'entrée? Et justement, avec la raccroche, et qui rappelle qu'on fait ça avec le patrimoine de tiers. Il y a un exemple d'ascenseur. Ça a été proposé il y a quelques années. Bon, sans doute pour une raison de coût, ça a été abandonné. Mais on a cette situation-là, elle se trouve à Brioude. Oui. Quand on arrive à Brioude, il y a une voie de contournement, il y a beaucoup de parkings au pied de la vieille ville. Et il y a une muraille, mais il y a, je ne sais pas quelle hauteur, mais peut-être comme un trait. Et il y a un ascenseur, un peu comme on a l'ascenseur à Thiers qui fait la rue du 1er mai jusque là où la place, les marchés. Et il y a quelque chose de très élégant, c'est un ascenseur vitré. Le problème, c'est qu'il faut qu'il marche. C'est un problème de maintenance. Mais là, simplement, il y a un lien qui est difficile quand on se gare rue, c'est pas sous la terrasse,
la place de Ah, la Halle, sur le reste, il y a rien qui quand est. on va, c'est quand même une épreuve. Où on monte les marches, dans un escalier extérieur, ou alors il faut faire la boucle. Non, mais là, parce qu'il peut y avoir 3 étages de parking. Ça fait 100, entre 100 et 110 places de voiture. 100 à 110 places. C'est formidable. Aujourd'hui, il y a 50 places. Au sol. Et c'est un beau travail avec la pente, parce qu'aujourd'hui encore je vois, c'est comme ça, mais c'est la logique qu'on adopte, par exemple, place de Belfort, et ben voilà, on n'a plus d'espalier, bon, il y en avait, mais maintenant on rattrape l'asphalte comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je me dis tout tiers, comme ils ont conquis la pente en espalier. Pour la petite histoire, si vous allez de Clermont jusqu'à Issoire, tout est en friche. Mais avant, c'était que des paillasses ils en restaurent un peu vers Champais par là, mais c'était que des paillasses de vignes, en fait. C'était que la pente, elle était conquise par des soutènements, fait, ça faisait des terrasses, et tout était comme ça. Si vous allez côté Saint-Jean, c'est comme ça. C'est des terrasses. Donc, c'est pas idiot de travailler comme ça. Et alors, on a une deuxième possibilité de faire des parkings, c'est à partir de l'avenue qui est en dessous, qui s'appelle. Philippe Dufour. Celle qui est en dessous. Philippe Dufour. On peut aussi avoir le même parking en dessous. En gros, on a une capacité de 250 places en tout. C'est extraordinaire. Et en plus, très naturel, c'est-à-dire qu'on arrive par la voie du bas et c'est le système du parking habituel. Et sur la partie du bas, on pourrait mettre justement, pour avoir de la terrasse une belle vue, on pourrait mettre des jardins au-dessus de ces parkings. Non pas, aujourd'hui, il y a des voitures, il y a des parkings très mal foutus. Par ici, on peut. Je vais ajouter une dernière chose, c'est par rapport à la végétalisation. Si on veut végétaliser, on végétalise, on plante, on vraiment. Parce que bon, les bacs à fleurs, et puis quand on canalise toute l'eau, qu'on dit minéral, qu'on met des bacs à fleurs dessus, non, enfin, faut faire des. Enfin, pour moi, faut faire des vrais. Pour moi, faut faire des vrais tranchées. J'aime beaucoup le bambou. Voilà, faut laisser la nature faire avec la pente, l'eau, et vraiment y laisser sa place. Parce que quand je vois les bacs sur le minéral, on a haut, ça pleut, enfin, ça c'est pas la place à la nature, ça. Je reviens sur le parking là aussi. Ça va être un parking assez sympa, les deux d'ailleurs, parce que une grande partie serait vitrée en direction du Puy-de-Dôme, pareil. Puisque ce ne serait pas un mur de soutien. Non. À l'intérieur du parking, il pourrait y avoir ce beau mur qui existe, un beau mur, le soutènement qui existe. On pourrait laisser apparent à l'intérieur. Et côté Puy-de-Dôme, au contraire, c'est du vitrail. Des pavés de verre, je ne sais pas. Pas des heures, peut-être. À suivre, il y a des tas de solutions possibles. Il y a des tas de solutions. Voilà. Il faut s'orienter dans la bonne. En tout cas, nous, quand on a parlé de parking de dissuasion, c'est un débat qu'on a eu entre nous. On est persuadé que si on ne fait pas ça autour, c'est un élément du problème, autour de la cité médiévale, il faut des parkings. Il ne faut pas 3 places qui sont pas tenduelles, il faut plus que ça. Et des choses commodes, des gardiennets normalement, parce que sinon. Si on ne peut pas laisser sa voiture, il y a aussi le problème des vélos, il y aura plein d'autres problèmes. Hein. Des vélos électriques, il faut avoir des stations de vélos. Merci beaucoup. C'était passionnant. Eh bien, merci pour tout. Franchement, le travail que vous avez réalisé, c'est vraiment. Et je voudrais en fait vous remercier d'être présent parce que c'est vrai que c'est pas facile dans cette période de faire ce qu'on a fait ce soir. Oui. Et par contre, je suis encore plus convaincue au vu de cette présentation qu'on a eu raison de faire les rencontres de tiers, qu'on a raison de continuer dans cet esprit. Et il faut savoir que l'association Tiers Nouveau Monde va poursuivre ses travaux. Et l'enjeu à travers ce travail que vous avez réalisé, c'est d'organiser une biennale de l'architecture et du patrimoine à Thiers. Et aujourd'hui, on a la possibilité de mettre ça en place, puisque là, il y a le Creux de l'Enfer au niveau du musée d'art contemporain
qui fait un travail actuellement avec des architectes et tout ça, avec la maison d'architecture de Clermont-Ferrand. Il y a des choses aujourd'hui au niveau du patrimoine qui sont mises en place sur Thiers. Donc il y a moyen que les synergies et que les énergies des uns et des autres se mettent à travailler ensemble pour arriver en fait à cette biennale. Et c'est tout nous l'enjeu qu'on se donne au sein de l'association Thiers Nouveau Monde. Voilà. Donc je vous invite à clôturer cette soirée autour d'une galette des rois qui a été fait maison par Brigitte, et puis et le petit verre de l'amitié, voilà, pour continuer à échanger sur tout ce que l'on propose. Merci à tous.